Donc ceci est une vidéo sur la mécanique des milieux continus et ça va être une introduction en fait à la théorie de l'élasticité. Donc je vais traiter un certain nombre de fondements de cette théorie. D'abord on va parler de l'hypothèse des milieux continus, de la phénoménologie de l'élasticité. On va parler donc du modèle de Young et du coefficient de Poisson qui caractérise les matériaux, l'état de référence et déformation, le tenseur de déformation. Il y aura ensuite trois autres chapitres, matériaux sous contrainte, résolution des équilibres de Lamé, et une théorie et la théorie des poudres que je pense j'aborderai dans une deuxième, troisième et quatrième vidéo. Donc les fondements donc de la mécanique des milieux continus, en fait de la théorie de l'élasticité. Alors on va considérer à l'échelle nanoscopique que la matière est granulaire puisqu'elle est constituée d'atomes à l'œil nu. Donc un objet solide semble continu, c'est-à-dire que ses propriétés varient lentement par rapport à l'échelle atomique. Et ceci va nous permettre de prendre en fait des dérivés par rapport à l'espace. L'hypothèse des milieux continus consiste à considérer en fait des milieux dont les caractéristiques qui nous intéressent, à savoir la densité, la pression, la vitesse, sont continues. Donc une telle hypothèse permet d'avoir donc recours aux outils mathématiques reposant sur les fonctions continues et ou dérivables. Alors en substance en fait, pour pouvoir appliquer l'hypothèse des milieux continus, on va considérer un rapport qui est le rapport delta n sur L, où delta n en fait correspond au nombre d'atomes et L correspond à une longueur caractéristique de notre petit élément de volume dV. Si ce rapport delta n sur L est inférieur à 1%, alors on pourra appliquer l'hypothèse des milieux continus. Donc on va regarder effectivement dans ce rapport les fluctuations du nombre d'atomes. Et la bonne question que l'on a à se poser, c'est quand est-ce que la mécanique continue ne marche pas. Et bien en fait, elle ne marche plus dès lors qu'on est dans une échelle de type quantique. Donc si par exemple vous voulez décrire des électrons dans un solide, l'élasticité ne marche pas. Donc on peut considérer des échelles de l'ordre du nanomètre, hein, donc des volumes élémentaires, donc du 10 nanomètres d'arête, donc du 10 puissance moins 9, et c'est OK, on va pouvoir considérer ces éléments de volume. En dessous, c'est un peu plus délicat, et la théorie de l'élasticité ne sera plus valide. Autrement dit, pour des échelles supérieures à l'échelle moléculaire, on pourra considérer la théorie de l'élasticité. Alors l'élasticité, c'est quelque chose qui est relativement vieux à la base, puisque bon, un génie comme Robert Hooke, déjà au XVIIe siècle, hein, puisqu'on parle de 1735-1703, hein, donc là, la fin du XVIIe en fait, a établi les bases de cette théorie, d'accord. Donc c'est quelque part une vieille science. Okay. Alors, Hooke s'est intéressé aussi à d'autres choses, il s'est intéressé aux franges d'interférence, à la microscopie, il est connu pour les pompes à air, mais en ce qui nous intéresse, en fait, il a défini un élément en fait, en mécanique des matériaux très important qui permet de mesurer l'allongement relatif, d'accord, qui est proportionnel enfin, d'un matériau soumis à une contrainte, donc à une force. Donc cet allongement relatif va être proportionnel à la contrainte multipliée par le module de Young. Ce module étant caractéristique du matériau que l'on étudie. Donc si on considère par exemple une barre en extension, donc d'éléments, donc h de hauteur, petit w, donc on considère grand A l'aire de la section, et on soumet en fait cette barre en extension à une force, donc F et moins F des deux côtés. Donc ce matériau donc, a pour caractéristique géométrique une longueur L, une hauteur H et une largeur W. Alors en fait, sous l'action de cette force F, le matériau va subir une déformation. Donc si on considère une déformation longitudinale, hein, dans le sens F est appliqué donc horizontalement ici, on a une déformation L plus DL, hein, le petit DL considéré algébriquement, ça sera positif. On a une déformation H plus DH dans le sens vertical, DH ça sera négatif, hein, et W plus DW, DW sera négatif. Bon, le module de Young, comment est-ce qu'il est défini? Alors, on considère que DL est proportionnel à la force appliquée, DL est proportionnel donc à L fois F, DL est proportionnel à LF divisé par A fois E, où E sera le module de Young. A, c'est l'aire en fait de la surface sur laquelle on applique une contrainte. Okay, donc par définition, la pression, en fait, c'est la force appliquée donc, sur cet élément de surface, donc la force appliquée par unité de surface, donc on divise par l'aire totale ici
de la contrainte, et on peut donc déterminer donc l'allongement relatif de notre matériau. Ici, c'est un allongement longitudinal, uniaxial, qu'on notera dl sur L, et cet allongement sera proportionnel en fait à P sur E, où P donc est la pression, et E c'est le module de Young. Ok, donc on va le définir comme ceci, dl sur L est proportionnel à P sur E. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que tout de suite comme remarque? En fait, si la section du barreau, donc la surface A, est très grande, il va falloir tirer beaucoup plus fort car il y aura plus de matière à déformer, d'accord? DL étant donné, donc pour un allongement DL donné, on s'intéresse à effectivement en fait la pression exercée sur cette surface. Donc c'est une force qui s'applique sur une surface très grande aura effectivement peu d'effet. E en fait est la caractéristique du matériau, donc module de Young. Si E est très grand, ben, le déplacement dl qui sera obtenu pour une force appliquée donnée sera très petit. Plus le module de Young est grand, moins le matériau sera élastique. Alors ici, je vous ai donné quelques caractéristiques en fait du module de Young, d'accord, donc alors pour différents types de matériaux, donc ça va du plus dur en fait, qui a un module de Young le plus important, l'acier, hein, où on a effectivement un module de Young de l'ordre de 2 10 puissance 11 pascal, à un matériau très mou, par exemple très peu dense, comme ça peut être du gel de gélatine, ou on peut prendre la peau, hein, la peau de l'être humain, le derme, qui ont des modules de Young de l'ordre de 10 puissance 3 pascal pour le gel de gélatine, 10 puissance 6 pascal pour la peau. Le caoutchouc a un module de Young égal à 2 à 20 fois 10 puissance 6 pascal. Si on considère le plexiglas, on est sur du 3 10 puissance 9 pascal. Pour du béton, on est sur du 10 puissance 10 pascal. Donc si E devient trop faible, le matériau devient quelque part liquide, il perd, je dirais, en cohésion, il va couler. En fait, ça n'a pas trop de sens en fait de parler de module de Young pour un matériau liquide. Donc le critère de rupture d'un matériau va dépendre, lui, de la géométrie. Et de manière générale, en fait, ce module de Young va être compris entre 10 puissance 6 et 10 puissance 12. L'origine en fait microscopique de ce module de Young, en fait, correspond en fait à la force de cohésion entre les différents atomes. Donc en fait, on va considérer que l'étirement va séparer les atomes les uns des autres, et donc on aura beaucoup d'énergie à mettre si on a un solide. Alors, je vous ai ici tracé, en fait, en fonction de l'allongement relatif par exemple, d'un barreau, hein, donc d'un matériau, modélisé sous forme d'un barreau, d'accord. Et donc, je vous ai tracé donc la contrainte, qui est donc la force par unité de surface, en fonction de l'allongement donc relatif dl sur L. On voit ici en bleu, j'ai tracé effectivement un régime élastique où on a une proportionnalité effectivement entre la contrainte P et cet élongement, donc proportionnalité via le facteur 1 sur E, où est le module de Young. Donc l'allongement est proportionnel ici à la longueur. On va avoir ensuite on va avoir ensuite un régime non linéaire, d'accord, où on va avoir effectivement un allongement qui va augmenter, mais il va augmenter pas de manière proportionnelle, hein, je veux dire, on n'a pas une loi proportionnelle ici, et ensuite on peut avoir même, pour une variation d'allongement qui augmente, on peut avoir même une contrainte qui diminue. Ok, donc en fait, l'acier, lui, en fait, a un régime linéaire qui est maximum de 1 ou 2%, d'accord? On ne peut pas trop étirer l'acier. Et par exemple, si on prend un filet élastique, d'accord, on va pouvoir l'étirer d'un facteur 2 sans que ça se casse. Donc Young a laissé effectivement son nom au module de Young qui caractérise donc la déformation élastique d'un matériau en fonction de la contrainte. Plus le module de Young est élevé, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est plus le matériau est rigide. D'accord? Donc effectivement, là, j'ai noté l'astérix étoile qui caractérise ce régime de transition, en fait, voilà, c'est effectivement le lieu où dans le matériau les atomes se mettent à bouger, se réorganisent. On est dans ce qu'on appelle un régime complexe. Bon, on appelle ça en termes techniques du fluage. Ok, bon, savoir. Donc on a deux types de matériaux. On a des matériaux dits fragiles, comme le verre, et des matériaux dits ductiles, comme des barres en aluminium. Alors pour le verre, en fait, après la fracture, on peut recoller quelque part les morceaux. Donc on va dire que le régime élastique continue jusqu'à la rupture.
Pour des matériaux dits ductiles, en fait, comme une barre en aluminium, si on tire et qu'on déforme, effectivement, la barre d'aluminium va se casser. Et si on peut recoller les morceaux, bah, ce sera complètement déformé. Donc le matériau fragile est resté élastique jusqu'à la rupture, au contraire d'un matériau ductile qui va rentrer dans un régime complexe. Alors, la notion maintenant de module de poisson. Alors, lorsque le barreau s'allonge, il va se rétrécir dans les deux autres directions. Donc, effectivement, si je tire longitudinalement, alors latéralement et verticalement, la quantité de matière étant constante, on va constater une déformation algébriquement négative. Hein. C'est-à-dire, autrement dit, si L plus DL, si DL est positif, d'accord, si effectivement DL est positif, on va avoir un DH ici qui va être négatif et un DW qui va être négatif. La barre va se rétrécir sur dans ces deux autres directions. En fait, c'est le module de Poisson qui va pouvoir déterminer euh, de quelle manière en fait les composantes transverses vont se dilater en fonction d'une dilatation longitudinale du matériau. Eh bien, on va voir tout simplement que la variation relative de W va être égale à la variation relative de H si on applique une déformation dans le sens longitudinal de L, et ça va être tout simplement égal à moins sigma, d'accord, où sigma va être notre coefficient de Poisson, multiplié par l'allongement relatif de notre module, donc l'allongement relatif de notre barreau, donc qui est soumis effectivement à une force longitudinale, une contrainte longitudinale, ok. Donc le coefficient de Poisson, vous l'avez ici, et vous pouvez le déterminer de cette manière, à travers en fait un rétrécissement relatif, euh, en fait des composantes transverses qui sont impactées par la déformation longitudinale. Donc quand je tire dans un sens, comme il y a la même quantité de matière, en fait, va y avoir plus d'atomes d'un côté, de l'autre côté, ça se compresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce coefficient de Poisson? Ben, d'abord, on peut avoir un coefficient de Poisson qui est égal à 0, c'est tout à fait possible. Certains matériaux, par ailleurs, donc lorsqu'on les tire, effectivement, ne se déforment pas dans l'autre sens, donc la densité va diminuer, ce qui est rare pour un matériau, mais ça peut arriver. Alors, au maximum, sigma sera égal à 1,5, c'est la limite. Alors, on va étudier maintenant et quantifier donc la compression uniforme. Donc, vous pouvez considérer effectivement un cube de dimension H, W et L pour les arêtes. On pourrait très bien considérer effectivement une balle de tennis ou une balle mallexible que l'on compresse dans les trois directions de l'espace avec votre main. Ici, on considère que la pression est uniforme. Considérez un cube qui descend qui a tant de mètres de profondeur sous l'eau, hein, par exemple, on va avoir des forces de pression donc la pression étant uniforme des différents côtés. On va avoir une pression longitudinale, latérale, suivant les trois axes. Bien, la compression uniforme nous impose que DL est égal à DL1 plus DL2 plus DL3. Effectivement, on applique une pression à un cube, donc une balle dans les trois directions. On va avoir DL1 sur L qui va être égal, d'après ce qui précède, à moins P sur E, P étant la contrainte de pression, E étant notre coefficient, notre module de Young. DL2 sur L va être égal, donc, puisque la contrainte, si on considère la contrainte suivant L1, d'accord, eh bien DL2 sur L va être égal à sigma DH sur H, et DL3 sur L va être égal à sigma dW sur W. dW sur W est par ailleurs égal à moins P sur E, DH sur H est par ailleurs égal à moins P sur E, et donc on va définir la constante K par la suite qui sera la compressibilité du matériau, et on va voir que cette constante K est intrinsèquement liée au module de Young. Donc on considère effectivement un matériau donc de caractéristiques un matériau symétrique, d'accord. Donc à cause de l'effet de Poisson, il va moins se comprimer que prévu. La compression dans le sens horizontal, en fait, ça va être la somme de trois effets. On va voir donc que DL est égal à DL1 plus DL2 plus DL3. Comme j'ai appuyé dans la direction X, Y ou Z, ben, il va se dilater par effet de Poisson euh, dans les directions transverses. Autrement dit, DL2 sur L va être égal à sigma DH sur H. Donc DH sur H est la variation relative de déformation dans la composante transverse, donc
à ma contrainte, donc ça va être la dilatation. Donc quand on comprime dans la direction verticale dH sur H, à cause de l'effet de Poisson, en fait, il se dilate dans l'autre direction. Donc vous faites la sommation de ces différentes quantités et vous obtenez que la variation relative dL sur L va être égale à moins P sur E. Donc P étant la pression, la contrainte, E étant donc le module de Young intrinsèque à notre matériau. Donc il sera différent suivant que vous employez de l'acier, de l'aluminium, du verre, etc., etc. Facteur de, donc le préfacteur étant 1 moins 2 sigma. D'accord? Donc bien sûr, dl sur L ici positif, puisque vous avez un sigma strictement inférieur à 1,5, donc 1 moins 2 sigma étant négatif, donc c'est positif. Donc moins P sur E, facteur de 1 moins 2 sigma dans le cas d'une compression uniforme. Le dl sur L, en fait, la variation est modifiée et va être diminuée donc de moins 2 sigma. Sigma étant notre coefficient de Poisson, donc tous se compriment de la même façon. Une compression dans une direction donnée, en fait, va impliquer une dilatation dans l'autre direction. Bon, on applique ici effectivement donc l'effet de Poisson, donc un principe de superposition, donc une compression élastique. Quand un corps est soumis à trois forces différentes, en fait, on définit la compression totale comme étant la déformation totale de notre matériau, comme étant la somme de toutes les déformations élémentaires. Donc, pour une force de compression suivant X, on va obtenir DL1, qui est la différentielle de 1, la petite variation élémentaire longitudinale sur l'axe 1 va être égale à moins P sur E, P étant notre contrainte de pression, E étant notre module de Young, F, la force de compression sur Z va nous donner une différentielle DL2 sur L va être égale à sigma DH sur H, donc on applique donc notre coefficient de Poisson. Ici, on a donc comprimé selon Z, mais cette compression suivant Z va impliquer donc par effet de Poisson une dilatation suivant X, et on aura donc, si DH sur H mesure la variation relative, donc l'étirement relatif suivant l'axe des X, DH sur H va être égal à moins P sur E. E étant notre coefficient de notre module de Young, et P est la contrainte de pression. Donc ce qui nous intéresse, c'est de combien ça se comprime en fait. Donc on va avoir donc dl sur L au final qui va être égal à moins P sur E, facteur de 1 moins 2 sigma. Donc E module de Young sigma, donc notre coefficient de Poisson. Donc ça se compresse moins a priori à cause de l'effet de Poisson. Parce qu'une compression, on comprime un élément, un cube en fait dans les trois directions. Donc la compression dans une direction va impliquer la dilatation dans les deux autres et vice versa, ok? D'où au final une compression moindre. Mais on n'oublie pas que sigma est strictement inférieur à 1,5, donc quand on comprime un objet, de toute manière, il se comprime. Donc dans chaque direction, on va obtenir que dW sur W va être égal à moins P sur E, facteur de 1 moins 2 sigma. DH sur H, la variation relative suivant H va être égal à moins P sur E, facteur de 1 moins 2 sigma. Le volume total de notre cube étant donc le produit des arêtes, hein, donc LWH. Et on va donc définir progressivement notre module de compressibilité. Donc dW étant la différentielle de volume, donc je fais une différentielle donc d'un produit, c'est la somme des différentiels fois le produit. Donc on a dV qui va être égal à dL facteur de WH plus L fois dW, donc la variation infinitésimale sur WH plus LW fois la différentielle DH. Autrement dit, dV sur V va être égal à dL sur L plus dW sur W plus dH sur H. Ceci est une variation de longueur et on fait une sommation donc de toutes les variations relatives de chaque arête de notre cube. On va donc obtenir que dV sur V va s'écrire sous la forme moins P sur K, où K est égal à E sur 3 facteur de 1 moins 2 sigma, et K sera notre coefficient de compressibilité du matériau. Donc on prend un objet, on regarde en fait sa variation relative de volume. Si K est grand, il se comprime peu. Donc pour mesurer le module de compressibilité d'un objet, on applique une pression uniforme à cet objet en fait. C'est la méthodologie pour pouvoir mesurer K. Donc à retenir, K est égal au rapport entre le coefficient de compressibilité d'un matériau, est égal au rapport entre son module de Young, d'accord, intrinsèque, caractéristique à l'acier, caractéristique au verre, caractéristique aux matériaux que l'on étudie, donc divisé par, donc au dénominateur, 3 fois 1 moins 2 sigma, où sigma est le coefficient de Poisson, que l'on calcule comme je vous ai montré précédemment. Donc si K est grand,
on peut dire que le matériau se comprime peu. Donc, pour mesurer le module de compressibilité d'un objet, on applique une pression uniforme. C'est très utile, car ce coefficient nous dit que si on applique une pression uniforme, de combien en fait mon matériau va se déformer. Ok. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle la contrainte de cisaillement d'un matériau. Donc on considère un cube, hein, je considère que cet élément c'est un cube que l'on va coller en bas et on applique une force parallèle. Vous imaginez par exemple vous avez un cube, vous appliquez une plaque que vous vissez par 4 vis aux différentes arêtes et vous appliquez une force parallèle, ce qu'on appelle la force de cisaillement. À ce moment-là, notre matériau va se déformer d'un petit angle infinitésimal θ. On va noter une variation infinitésimale longitudinale que l'on appellera delta x. Si h est la hauteur caractéristique de l'arête de notre cube, donc on va avoir donc effectivement géométriquement que la tangente de θ va être égale au rapport delta x, donc la variation relative infinitésimale de déplacement suite à la contrainte de cisaillement de notre volume divisé par h. Ok. Si θ est petit, ben on va utiliser les petites déformations. La tangente de l'angle θ il s'approxime à θ. Et on montre que θ est égal au rapport entre le coefficient de Poisson, sigma de C, non, pardon, qui est le rapport entre notre contrainte sigma C et grand G, où grand G donc sera effectivement notre module de cisaillement, qui sera effectivement également caractéristique de notre matériau. Alors encore une fois, je donne la formule, mais pour l'instant, j'ai rien démontré. Les démonstrations viendront par la suite. Donc sa valeur s'exprime en Pascal, donc G c'est un module de cisaillement, G est égal au rapport entre le module de Young, caractéristique du matériau que l'on étudie, et 2 fois 1 plus mu, mu sigma, parfois on l'appelle sigma, la contrainte de cisaillement, ce sont des notations. Sigma C donc représente une force par unité de surface, sigma C s'applique sur toute la surface. En élasticité, on ne s'intéresse pas aux forces, mais en fait on va s'intéresser aux forces par unité de surface. Si le module de Young est très grand, le matériau ne se déforme pas beaucoup. Donc je vous donne quelques exemples de cisaillement. Un tremblement de terre, en fait, c'est un cisaillement. La contrainte de pression est perpendiculaire à la surface. La contrainte de cisaillement, elle, est parallèle à la surface à laquelle elle s'applique. On le voit ici. D'accord ? Je considère effectivement mon cube qui est collé de part et d'autre et j'applique effectivement une contrainte de cisaillement longitudinale. Alors, on va faire quelques rappels d'algèbre linéaire, car l'algèbre linéaire est très utile en élasticité, en mécanique des matériaux. Donc, ce sont des rappels essentiels, en fait. Donc, je rappelle la notion de scalaire. Rho, densité volumique, est un scalaire. Hein, c'est quelque chose qui est un nombre réel, invariant par rotation. Le vecteur, par exemple, le déplacement élémentaire, hein, donc vecteur U suivant, bon, j'appelle X chapeau, Y chapeau, Z chapeau, les vecteurs de base élémentaires en coordonnées cartésiennes, hein, d'un repère pour pouvoir modéliser en fait et déterminer la position d'un point dans l'espace. Un tenseur, lui, bon, par exemple, vous connaissez très probablement le tenseur d'inertie en mécanique du solide, d'accord. En élasticité, en fait, un tenseur sera représenté par une matrice 3-3. On aura deux tenseurs symétriques qui sont fondamentaux en élasticité, en fait, le tenseur déplacement et le tenseur contrainte, d'accord. Ce sont deux tenseurs symétriques, autrement dit, dans le tenseur déplacement, vous avez EYX qui va être égal à EXY, EYZ qui va être égal à EZY, et donc on a deux matrices symétriques. Donc je vais noter, je vais utiliser les indices latins IJKL, on se place en dimension 3, donc les valeurs des indices vont être 1, 2, 3, et je vais noter un vecteur A comme étant le vecteur AI sous la forme d'un vecteur colonne, donc avec trois composantes, 1, A2, A3, 1 suivant la direction X, A2 suivant la direction Y, et A3 suivant la direction Z. Donc la notation matricielle s'impose donc pour les tenseurs. A, ça va être la matrice AIJ, donc A1, A2, 1, A3, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Et je vais vous introduire, si vous ne la connaissez pas déjà, la convention d'Einstein et le symbole de Kronecker. En fait, tout simplement, la convention d'Einstein consiste à dire que on nommait, lorsqu'on a des indices répétés, en fait, on nommait l'indice de sommation. Voilà, ça simplifie les calculs, ça les allège, on va dire.
Ça allège quelque part les calculs à notation. Autrement dit, AII, noter AII en convention d'Einstein, c'est équivalent, ça sous-entend en fait qu'on fait la somme pour i variant de 1 à 3, si on est en dimension 3, on fait une somme sur la dimension, mais si on s'intéresse des coordonnées d'espace, d'accord? Des AI, autrement dit, AI, ça va être égal à A1 plus A22 plus A33. Lorsqu'on fait par exemple le produit AIJ BJ, en fait on considère BJ comme un vecteur et AIJ ça va être la matrice, et donc on va considérer que ça va être la somme pour J égale 1 à J égale 3 des AIJ BJ, autrement dit A1 B1 plus A1 2 B2 plus A1 3 B3. Voilà. Il y a un autre exemple ici que j'avais oublié, je le donne ici. Par exemple le produit scalaire entre deux vecteurs dans R3, par convention d'Einstein, en fait on va le noter AKBK. Ok, donc autrement dit, AKBK, ça va être la somme pour k égale à 1 à 3 des AKBK. Ça va être égal à A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, effectivement, quand on a des indices répétés, on somme sur les indices répétés. Voilà. Donc par exemple, en notation d'Einstein, lorsqu'on écrira AKL, BKL, bon, ce sont des indices, les indices K et L sont répétés. Autrement dit, cette notation est équivalente à la notation suivante, à la somme. Donc elle induit en fait cette sommation. Hein, on la voit pas, mais c'est comme si elle y était. Donc il faut la considérer quand on fait les calculs. Ça va être égal à la somme pour k égale 1 à k égale 3, de la somme pour a égale 1 à a égale 3 des AKL, BKL. Ok. Je vous rappelle ici les deux notations. Le symbole de Kronecker delta IJ et le symbole de Levi-Civita epsilon IJK. Alors comment fonctionne-t-il? Ben, delta IJ ça vaut 1 lorsque I égale J, ça vaut 0 sinon. Epsilon IJK ça vaut 1 si IJK est une permutation paire. Je vais donner un exemple. Et epsilon IJK est égal à moins 1 si IJK est une permutation impaire. Epsilon IJK est égal à 0 sinon. C'est-à-dire en fait c'est égal à 0 si deux au moins des indices sont les mêmes. Effectivement, je donne les exemples ici. Par exemple, epsilon 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est une permutation paire, donc ça vaut 1. Epsilon 2, 1, 3, bah, c'est une permutation impaire, puisqu'on voit que 2 intervient avant 1. Ok, mais 1 est bien avant 3, donc c'est égal à moins 1. Si on avait eu, voilà, c'est ça. Epsilon 1, 1, 2, c'est égal à 0. De même qu'on aura, par exemple, epsilon 2, 2, 1, c'est égal à 0. Epsilon 1, 3, 3, c'est égal à 0. Epsilon 2, 2, 1 égale à 0, etc. Et on montre que delta II, d'accord, au sens de la convention d'Einstein, c'est égal à 3. Puisque delta I, au sens d'Einstein, c'est égal à la somme des delta II pour I égale 1 à 3. Autrement dit, c'est égal à delta 1 plus delta 2, 2 plus delta 2, 3, 3. Delta 1 est égal à 1, delta 2, 2 est égal à 1 et delta 3, 3 est égal à 3. Ok, autrement dit, delta I avec la convention d'Einstein, c'est égal à 3. De la même manière, on aura, en utilisant donc, enfin après ça, je vais pas le démontrer, mais je vous donne le résultat. On l'utilise pas vraiment en mécanique du solide. Bon, on peut le connaître. Donc, lorsqu'on multiplie les symboles de Levi-Civita, par exemple epsilon IJK multiplié par epsilon KLM, ça va nous donner en simplification Kronecker du delta JL fois du delta KM moins delta JM fois du delta KL. Alors, je rappelle ici les notions de valeur propre et de vecteur propre. Toute matrice symétrique est diagonalisable. Autrement dit, il existe une base orthonormale, il existe une base dans laquelle cette matrice s'écrit sous forme d'une matrice diagonale. Ok. Autrement dit, donc une matrice diagonale va avoir dans sa diagonale les valeurs propres de cette matrice. Donc lambda 1, lambda 2, lambda 3 et 0 pour tous les autres coefficients. Donc ces directions principales, on les appelle des valeurs propres. Je vous rappelle que la valeur et vecteur propre s'obtiennent en diagonalisant la matrice. Vous devez résoudre AIJ moins lambda delta IJ, NIJ est égal à 0. Le déterminant des AIJ moins lambda delta IJ est égal à 0. Et vous obtenez les valeurs propres. Vous avez également trois invariants d'une matrice qui sont indépendants de la base et qui sont en fonction des valeurs propres de la matrice. Ici, on parle toujours d'une matrice symétrique, puisque nous, on utilise en mécanique mécanique des solides aussi, mais surtout en mécanique des milieux continus et en théorie de l'élasticité plus particulièrement. On utilise des matrices symétriques. Les tenseurs sont des tenseurs, donc des matrices symétriques. On a trois invariants, donc il faut intervenir les valeurs propres. Voilà, le premier invariant qui est égal à la somme des valeurs propres, donc qui est indépendant de la base dans laquelle on exprime notre tenseur.
deuxième invariant qui va être égal à lambda 1, lambda 2, plus lambda 2, lambda 3, plus lambda 1, lambda 3. Et finalement, et enfin, le troisième invariant qui est le produit des valeurs propres, donc lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc la somme des valeurs propres d'une matrice ne dépend pas de la base. Donc ça, c'est un résultat à connaître, à comprendre avant tout. Alors, les valeurs propres d'une matrice hermitienne. Donc, une matrice hermitienne, je vous rappelle, c'est une matrice qui est symétrique, hein, c'est tout. Ce qu'il y a à retenir, bon, ici, hein, pas la mécanique quantique. Donc, sont réelles. Donc, on va introduire maintenant un élément fondamental en mécanique des milieux continus et surtout en théorie de l'élasticité, c'est le champ de déformation élastique. Alors, on considère un champ de déplacement U de R qui est un vecteur qui s'applique en chaque point. Donc, et on considère donc effectivement l'hypothèse des milieux continus que j'ai énoncée en début de vidéo. Donc, je considère une transformation élastique que j'appelle grand R qui va transformer mon point. Donc, c'est un point donc de mon matériau qui a pour coordonnées originelles x, y, z par donc mon champ de déplacement UR va se transformer en R' de coordonnées, donc x', y', z'. Alors, dans le cadre d'une transformation élastique, en fait, le champ U de R va être défini par R' de R va être égal à R plus U de R. Ok. Autrement dit, R étant le vecteur qui nous donnait la position de notre point avant déformation de notre milieu matériau continu. Ce point va se retrouver à un autre endroit du matériau après déformation, donc il est repéré par un vecteur R', ben R' va être égal à la somme vectorielle de R et U. Okay, autrement dit, dans une déformation élastique, c'est j'enlève donc les contraintes, le matériau revient à sa place. Okay, donc si vous prenez un, un élastique, vous prenez par exemple de la gym, vous allez à Decathlon, on peut pas faire de la pub, ils vous vendent effectivement des élastomères pour faire de la gym de différentes couleurs en fonction de leur caractéristiques élastiques, bon, sauf si vous tirez très très fort, mais généralement vous tirez, faites vos étirements, le matériau revient à sa place, on est dans le cadre d'une déformation dite élastique. Ok? Donc si R, je le représente sous la forme dans une combinaison linéaire dans les vecteurs de base x chapeau, y chapeau, z chapeau, sous forme x, x chapeau, y chapeau, z chapeau, on va avoir R' qui va être égal représenté sous la forme x', x chapeau, plus y chapeau, plus z chapeau. Et donc on va avoir U de R qui va s'écrire sous la forme U de x, y, z, x chapeau, plus V de x, y, z, y chapeau, plus W de x, y, z, z chapeau. Ceci est équivalent à le mettre sous la forme d'un vecteur colonne qui est celui-ci. D'accord? Donc pour simplicité, on va utiliser les notations suivantes. On va utiliser la convention d'Einstein avec des indices pour pouvoir, donc on va utiliser cette notation pour pouvoir utiliser la convention d'Einstein. U va devenir U1, V va devenir U2 et W va devenir U3. C'est simplement une convention de notation pour simplifier après derrière les calculs. Alors il est important aussi de définir ce qu'on appelle l'état de référence. Donc l'état de référence d'un matériau, c'est par définition l'état non déformé de ce matériau. Donc c'est l'état sans contrainte de ce matériau. Donc dans cet état, par définition, on aura que U est égal au vecteur nul. Donc il n'y a pas de déformation dans l'état de référence encore. Okay, alors, on va considérer maintenant le cas d'une extension uniforme. Okay, donc on considère un champ de déformation élastique. Donc je considère par exemple un barreau, avant mon point P à une certaine position, donc ce barreau a une longueur L, j'étire, j'exerce une traction, j'exerce une contrainte longitudinale, donc mon point P va s'allonger d'une déformation qui va être U, j'appelle X effectivement la position par rapport à l'origine, donc le taux de déformation de mon matériau va être égal, donc si je représentais delta L, l'allongement longitudinal va être égal à l'allongement relatif. Donc le taux de déformation, c'est l'allongement relatif, donc c'est delta L sur L. D'accord? On considère ici une déformation dite linéaire. Ok? Donc U de x, y, z va être égal à delta I sur L fois x. Donc c'est une formule linéaire. On peut considérer que c'est un point au bout de mon barreau, effectivement. On va avoir, on considère ici que V de x, y, z est nul et W de x, y, z est nul. Autrement dit, notre vecteur U de R, notre vecteur déplacement,
D'accord? Notre champ élastique, c'est notre vecteur déplacement, on l'appelle le champ élastique. Ici, dans notre cas spécifique, va être égal à delta L sur L x fois x chapeau. On écrira donc U de x, y, z sous la forme, en fait. U de x est égal à E xx fois x, avec E xx qui sera égal à donc l'allongement relatif delta L sur L. Ok? Donc quelques remarques, hein, si on veut étirer sans comprimer, on peut mettre une pression dans l'autre sens, donc des deux côtés, qui vont équilibrer l'effet de Poisson. Donc un tel champ ou une telle déformation est dite homogène et unidirectionnelle peut bien évidemment exister. Donc dans ce cas-là, la constante de proportionnalité E de xx entre U de x et x est la constante est constante. Ici, E de xx, ça va être le taux de déformation selon x. De manière plus générale, E de xx peut être non constant. Aussi, on pourra dire que E de xx, ça va être la variation relative de u par rapport à x. Donc c'est la dérivée partielle de u par rapport à x. Ok. Donc la dérivée partielle de notre champ élastique, donc du vecteur élastique suivant x. De la même manière, il va être possible d'avoir une situation pour laquelle il existe juste une extension selon y ou z, ce qui nous amène en fait aux définitions suivantes pour définir ensuite notre tenseur, le champ de déformation. Donc EYY sera égal à la dérivée partielle de V par rapport à Y, et EZZ sera égal à la dérivée partielle de W par rapport à Z. Ainsi, une dilatation donc isotrope d'un facteur lambda s'écrira U est égal à lambda X, V est égal à lambda Y et W est égal à lambda Z. Et on aura que les composantes de notre tenseur symétrique de déformation, EXX égale EYY égale EZZ égale lambda. Donc une dilatation anisotrope, facteur s'écrira donc U égale lambda 1x, V égale lambda 2x, si on est dans une dilatation anisotrope, donc non isotrope, suivant donc différente sur les trois directions d'espace, et W, donc qui est la troisième direction d'espace, qui mesure la déformation suivant Z, sera égal à lambda 3Z. EXX égale lambda 1, EYY lambda 2, EZZ égale lambda 3. Ok. Donc voilà pour ce premier cours sur la théorie de l'élasticité. Bon, j'ai été succinct, j'ai donné les éléments fondamentaux. Je continuerai dans une deuxième vidéo. Je pense que je ferai 4 vidéos à peu près sur ce cours. Voilà.